France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une, cette semaine, les droits de douane promis par la Maison-Blanche, ils ont été annoncés avec des retentissements dans nos territoires. Le détail à suivre dans cette édition. A tout de suite. La nouvelle continue d'agiter les marchés et les réactions sont nombreuses depuis l'annonce des nouveaux droits de douane américains. Des taxes très élevées, plus élevées même pour deux territoires d'outre-mer, la plus haute étant à Saint-Pierre-et-Miquelon, petit archipel au large du Canada. Siti Daroussi. Situé au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon, seul territoire français en Amérique du Nord, se voit imposer avec le Lesotho les droits de douane les plus élevés à l'échelle du globe, 50%. Même si les exportations, notamment de flétans vers les États-Unis, sont infimes, pour les acteurs locaux, la décision de l'administration Trump reste incompréhensible. Ce sont des exportations de poissons et plus particulièrement de flétans sur des marchés comme Boston, qui sont des marchés connus depuis des années sur le territoire, avec des sommes considérables pour le territoire, mais qui ne représentent pas pour les États-Unis. Je pense, on ne risque pas non plus de créer une faillite aux États-Unis pour le flétan qui est importé de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a, et on le connaît très bien, Trump qui fait ses effets d'annonce, et puis ensuite la réalité, c'est-à-dire les décrets présidentiels qui mettent en œuvre ou pas tel ou tel type de politique sur la taxation douanière. Si aucune justification n'a été donnée pour le moment par les autorités américaines, pour l'économiste Olivier Sudry, il ne pourrait s'agir que d'une mesure de rétorsion. Est-ce que ce commerce privilégié que Saint-Pierre-et-Miquelon entretient avec le Canada a été le déclencheur finalement de la décision de l'administration américaine? On peut le penser, mais là aussi, ça ne repose sur aucune base tangible. En attendant, les autorités locales ont appelé jeudi à la prudence et soulignent que pour l'heure, Saint-Pierre-et-Miquelon ne figurerait pas sur les décrets signés par le président américain. En Guyane, le fleuve Maroni fait office de frontière entre la France et le Suriname. Les débarquements anarchiques sont depuis peu interdits à Saint-Laurent-du-Maroni. Un changement d'habitude qui a du mal à prendre. Dans la commune, les piroguiers doivent désormais passer par la douane et la police aux frontières. Jean-Louis Ravallet. Sur la plage de la Charbonnière à Saint-Laurent-du-Maroni, l'activité tourne au ralenti. Depuis le début de l'année, les piroguiers ont reçu des consignes strictes. Tous les passagers en provenance du Suriname doivent être impérativement débarqués au port pour être contrôlés par les services de l'immigration. Si c'est la loi, il n'y a pas de solution. Depuis novembre 2024, les forces de sécurité françaises et surinamaises coopèrent au sein de l'opération Atipa sur la frontière du Maroni. Un dispositif renforcé pour répondre à un défi majeur, contrôler les quelques 700 pirogues qui franchissent le fleuve quotidiennement. Avec nos deux bateaux, nous orientons le flux des pirogues sur le dégrade qui se situe sur la pirogue que vous voyez ici. Le seul point officiel, donc la seule entrée reconnue, c'est celle-là. Donc évidemment, c'est la consigne stricte et ferme d'accoster ici. Les services du port doivent s'adapter à ces nouveaux flux de passagers et prévoient de construire de nouvelles infrastructures. On va réaliser un aménagement, un dégrat, comme on dit, pour les pirogues, donc sur tout le long de cette parcelle, afin d'accueillir la population dans de meilleures conditions plutôt qu'un déchargement, je dirais, de mauvaise qualité. Depuis le lancement de l'opération Atipa, les contrôles ont triplé, tout comme le nombre de marchandises et de personnes interceptées. Mais le fleuve Maroni est immense et recèle de nombreux points de passage potentiels. L'épidémie de chikungunya continue de s'intensifier à La Réunion avec plus de 6000 cas déclarés en 10 jours, plus de 20 000 depuis août dernier. Épidémie qui met les services d'urgence de l'île en situation de tension. L'Agence régionale de santé a également recensé 31 cas graves, dont la moitié chez des nourrissons. La première phase de la campagne de vaccination devrait débuter ce lundi 7 avril.
La Réunion où un peu plus d'un mois après le cyclone Garance, près de 40% des sentiers de randonnée restent fermés. Ils rouvrent peu à peu aux randonneurs à mesure que les travaux de réparation et de sécurisation avancent. Mais la mesure n'est pas toujours respectée, ce qui peut s'avérer dangereux pour les contrevenants. C'est le dossier de l'Hebdo, signé Jean-Marc Collienne et Alex Catherine. Route barrée, en principe on ne passe pas. Et pourtant, nous croisons dès notre arrivée plusieurs trailers et randonneurs. Le sentier est fermé. Actuellement, il y a les barrières parce qu'on a eu un glissement de terrain et un éboulis. Et on essaye de demander au public de ne pas passer. C'est ici que démarre le sentier d'entraînement, sans doute le plus fréquenté du nord de l'île. Quand Garance est passé, les eaux se sont déchaînées jusqu'à l'aire d'accueil et ont tout ravagé. C'est la première fois que je vois des dégâts aussi importants que ça. Ici, c'était un torrent. Et ici, c'était vraiment un torrent. Sur le site, plusieurs palmiers royaux de 40 mètres de haut n'ont pas résisté au cyclone. Une dizaine au total, abattus ou abîmés, vont devoir être évacués. Alors on est en train de faire des opérations de débardage suite au cyclone Garance. En l'occurrence ici un palmier royal. Vas-y, avance toujours. Qu'on a ramené du coin de la butte là-bas, qui était coincé entre les autres. Et comment vous procédez ? On l'attache avec une corde spéciale de rétention. On a une dérivation en haut. Et puis on y va au pick-up. Ça nous fait mal au cœur, d'autant plus que nous on travaille beaucoup sur le site. Donc par exemple les grands arbres qu'il y a derrière, ces palmiers-là, ils font un peu partie de notre paysage. Donc si, il fait mal au cœur. Un peu plus haut dans le sentier, nous constatons l'ampleur des dégâts. On a, dès le départ du sentier, un certain nombre de branches qui sont tombées des arbres avoisinants et qui gênent le passage du public. Le sentier aujourd'hui est dangereux ? Le sentier est dangereux. On a plusieurs arbres encroués, donc il faudra les abattre pour pouvoir vraiment sécuriser. Donc voilà, nous arrivons sur le portique sentier fermé, donc qui est présent sur un grand nombre de sentiers de la Réunion. C'est respecté ? Alors le souci, c'est que non. Alors une grande partie du public qui va sur ces sentiers verront que les sentiers ne sont pas du tout mis en sécurité ni entretenus et se mettent en danger. Ou vont même mettre en danger les autres services de l'État parce que s'ils se cassent la jambe ou tombent sur un sentier, ça va être compliqué de venir les chercher. Selon un dernier bilan, 59% des sentiers de l'île ont déjà pu être rouverts. Celui de la Roche-Écrite, depuis la plaine des Chicots par exemple, est à nouveau accessible depuis ce week-end. C'est un défi et un plaisir pour les jeunes de l'antenne Handijob de Koumak en Nouvelle-Calédonie, tenir une table d'hôte en vue de leur insertion professionnelle. Pour tester leur bonne idée, ils ont dû régaler 10 convives comme des pros. Géraldine Louis, Brice Bachon. Ah, c'est du poulet. Du poulet avec le poulet au soyo. Il sera accompagné de riz et de haricots verts. Ce plat est confectionné par des jeunes en situation de handicap. Leur projet, tenir une table d'hôte au sein de l'antenne Handijob à Koumak, une fois par semaine. Et moi, j'aime bien faire la cuisine. C'est pour apprendre pour nous plus tard. Ce matin, j'ai fait le gâteau. Je fais un gâteau à l'ananas. L'établissement médico-social est la seule structure du Nord dédiée à l'accueil des personnes en situation de handicap, des déficients intellectuels. Ils sont 24 dans le Nord et 6 bénéficiaires à Koumak. Ils sont accompagnés dans leur projet d'inclusion et vers une autonomie sociale. On se rend compte que les personnes en situation de handicap, elles sont très peu représentées dans le monde du travail. Et pour autant, elles ont beaucoup de choses à apporter et des compétences à faire valoir dans ce domaine-là. Donc on pense que c'est très important que les personnes en situation de handicap puissent s'insérer professionnellement. La finalité de la table d'hôte, ouvrir les portes de la structure au public une fois par semaine pour casser les idées reçues. Le monde ordinaire vient rencontrer notre monde extraordinaire. Voilà. Dans le but de sensibiliser au handicap et puis simplement de leur faire réaliser, eux aussi ont leur place, qu'ils ont des compétences et les valoriser. Le but, c'est pas de leur apprendre un métier, c'est vraiment de les mettre en situation professionnelle, en respectant des règles d'hygiène notamment, une tenue professionnelle et en apprenant des savoir-faire, mais aussi des savoir-être, c'est-à-dire être là à l'heure, écouter les consignes, les respecter, être capable de les appliquer. Expérience réussie pour le projet de table d'hôte, elle devrait ouvrir dans les prochains mois.
Allez, pour finir, c'est la tradition du dimanche, s'arrêter sur les bords de route pour acheter son jus de canne ou son poulet grillé, par exemple, auprès de petits marchands, des petits commerces de proximité qui font partie intégrante du paysage depuis de très nombreuses années dans les Antilles-Guyane et direction Petit-Bourg, avec ce reportage de Lydia Quérin et Olivier Duflot. Ça, c'est le petit son bien connu du dimanche. Acheter son eau de coco au bord de la route, une tradition bien ancrée chez nous. Et le dimanche, c'est ici qu'il faut prendre l'eau de coco. C'est un monsieur qui respecte les cocotiers parce que lui-même, il a une plantation de coco. Il n'est pas celui qui grimpe dans tous les cocos un peu partout sur le bord du chemin. C'est bon? Oui. C'est sucré? Oui. Voilà plusieurs années que ces deux-là s'installent ici le week-end. Les habitués sont toujours au rendez-vous. Nous pas là pour faire l'argent. Nous là pour éduquer par les terres. Après pour nous, pour manger ça, nous va bouger. Ici, on s'active également. Il est 10h, mais le son de la volaille qui crépite se fait déjà entendre. Ça donne ça, pas trop. Le dimanche, c'est bien toute une économie d'ultra-proximité qui subsiste aux abords des routes. Un moyen aussi d'arrondir les fins de mois. C'est pas mon travail, mais je fais ça le week-end. C'est une passion pour moi. Et voilà. On-t-il l'argent en plus qui va rentrer aussi? Oui, pour arrondir le mois. Jus de canne, plats en tout genre, eau de coco. Le dimanche à coup sûr, il y en a pour tout le monde. Voilà, c'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et suivre toute l'actualité des Outre-mer, direction france24.com et lapremière.fr. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, où que vous soyez. L'information continue sur France 24.